Bonjour et bienvenue dans ce troisième ciné-podcast de l'année, l'émission où on parle de bons films et du reste. Et aujourd'hui, croyez-moi, on va parler du reste. Mais je suis de bonne humeur, alors j'ai envie de commencer avec du positif. Avant ça, vous savez comment ça fonctionne? Pensez à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, que ce soit YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Laissez une note ou un commentaire, ça m'aide énormément. Et maintenant que les rappels d'usage sont faits, direction le cinéma avec mon film de la semaine. Et spoiler, c'est pas du tout Hamnet. Mais vous inquiétez pas, on en parlera aussi. Parce que mon film de la semaine, c'est un premier long métrage français réalisé par Julien Osmalin, qui est donc un réalisateur et scénariste français venu du clip. Il a par exemple travaillé avec Big Flo et Oli, Loïc Notet ou Orelsan. Il a déjà plusieurs courts-métrages à son actif, mais enfin, il a sorti son premier long, mercredi passé en Belgique et la semaine d'avant en France. Sans pitié. Et je dis enfin parce que c'est un projet qui a mis des années avant d'être finalisé. 8 ans en fait. Déjà parce que réussir à monter un premier film, c'est jamais simple. Faut trouver les financements, les acteurs, etc. Mais ajouter à ça, vers 2020, une petite crise sanitaire qui a bousculé les plannings de tout le monde. Les acteurs prévus à la base ne sont plus dispo, faut donc tout relancer, donc ouais, ça n'a pas été de tout repos. Mais quand on voit le résultat final, on se dit que ça valait la peine d'attendre. C'est qui? C'est le frère de Ryan. 10 ans sans nouvelles, c'est long. Sans pitié, ça raconte l'histoire de deux frères, Ryan et Dario, élevés par leur mère seule, dans le milieu de la fête foraine. Il va arriver un événement assez horrible que je ne dévoilerai pas ici, et on va alors faire un bond de 20 ans dans le futur pour découvrir comment chacun a évolué, alors qu'ils se retrouvent après des années sans nouvelles. Va en découler une histoire de vengeance, de violence, mais surtout de famille, et suite à l'écran. J'en dévoile volontairement assez peu, parce que j'ai découvert le film sans en savoir beaucoup, et je pense que ça a joué un rôle dans la claque monumentale que je me suis pris. Et prendre une claque pareille devant un film français de genre, ça faisait longtemps. Ce qui m'a marqué en premier, c'est la forme. Osmalin a ses références, c'est évident. On y voit du James Gray, celui de ses premières années, du Scorsese aussi, et même du western, dans sa musique ou dans sa course-poursuite. Réalisé sans fioriture, mais avec un vrai style, une vraie vision de réalisateur. Il y a des plans qui vont me rester longtemps. Je pense à l'un des premiers sur un enfant qui s'avance dans le cadre, le regard un peu vide, ou à un plan sur le même personnage, des années plus tard, qui se tient derrière une voiture, entourée par une fumée jaune. Ou toujours ce personnage avec cette goutte de sang diluée par la pluie, qui va parcourir son visage lors d'une confrontation avec son frère. Ouais, sans pitié, ça a de la gueule. Et ça passe aussi par ses comédiens, en particulier le duo principal, Adam Bessa et Toufik Jalab, qui, dans un registre très différent, excellent dans leur rôle. Bessa tout en intériorité, qui n'est presque plus qu'un fantôme après ce qui lui est arrivé, mais qui est, on le sent, une genre de bombe à retardement, qui va faire très mal le jour où il aura décidé d'exploser. Et Jalab, bête de charisme, qui attire la caméra à lui, qui est vocal, impulsif, peut-être pour tenter de masquer la culpabilité qu'il ronge. Et pourtant, tout n'est pas si simple. Ce n'est pas juste le calme et le nerveux, il n'y a rien de binaire, tout est gris, et ce gris ne va faire que s'assombrir au plus le récit avance. Osmalin va énormément jouer avec le regard de ses acteurs, bien plus qu'avec des mots. Il est apparemment plus à l'aise avec la physicalité qu'avec le verbe, en tout cas ici, ça fonctionne parfaitement puisque le film va justement jouer sur les non-dits et leurs conséquences dévastatrices. Ça me fait plaisir de défendre ce film, mais faut pas que je sois seul à le faire, alors si vous voulez découvrir un nouveau réalisateur français plein de promesses, allez le soutenir et voyez ce film en salle. Je sais qu'il n'est pas distribué partout en Belgique, mais si vous êtes à Bruxelles, Mons, Liège ou Luxembourg par exemple, vous pouvez trouver des séances, alors n'hésitez pas, foncez, vous me remercierez plus tard. En tout cas ici, Sans pitié, c'est sans conteste le film de la semaine. Mais pour le grand public et au niveau du nombre de salles qui passaient le film, l'événement de cette semaine, c'est bien le Hamnet de Chloé Zhao, qui revient après Nomadland ou après son petit passage chez Marvel avec ses éternels dont on n'a plus entendu parler depuis, peut-être parce que le film était vachement oubliable. Mais avec Hamnet, elle revient à un style beaucoup plus proche de ce qui a fait son succès avec Nomadland, c'est-à-dire un film bien pathos qui va tout rafler aux cérémonies de remise de prix. Ouais, spoiler, j'ai pas trop aimé Hamnet. Is it true? You know everything about a person by touching them here. Not everything. Hamnet, c'est donc l'histoire d'une rencontre, celle d'un homme et d'une femme, dans l'Angleterre du XVIe siècle. Lui écrit « Elle est fauconnière et très connectée à la nature. Leurs familles respectives ne sont pas très favorables à cette union, mais ils s'en foutent. Ils font quelques enfants, dont des jumeaux, et quand l'un des deux est touché par la peste et en meurt, chacun doit faire son deuil à sa façon. Et bon, si j'en crois toute la communication autour, ce que je vais dire n'est pas du tout un spoil, parce qu'en fait c'est dans le synopsis, dans la bande-annonce, partout. Ce couple, c'est en fait Agnès Hathaway et William Shakespeare. Oui, lui-même. Et ce gamin qui décède, Hamnet, serait l'inspiration pour l'un des chefs-d'œuvre du dramaturge, Hamlet.
Tout ça est romancé, on n'a aucune vraie indication que ce soit le cas, mais en soi, ouais, pourquoi pas, franchement, j'ai pas de souci avec ça. Par contre, pour en revenir au fait que ce soit Shakespeare, le film ne le dit qu'après genre 1h40, sur 2h05 de film. Tout le monde passe son temps à s'appeler par son prénom, sauf lui. Il n'est jamais fait mention de son nom, et donc, quand on commence à voir les pamphlets avec marqué Hamlet, puis qu'enfin quelqu'un dise qu'ils sont là pour voir William Shakespeare, si on a uniquement vu le film, c'est censé, pour une raison que je ne comprends pas, être une révélation pour le spectateur. Et pourquoi ? Enfin, c'est pas le genre de film qui a besoin de ce genre de twist. Et je pense que j'aurais été sans doute bien plus investi dès le départ si j'avais su qui c'était. Parce que oui, j'ai vu le film en avant-première il y a quelques semaines et comme pour la plupart de mes visionnages, je n'avais pas vu la bande-annonce. Je savais juste que le casting me plaisait et qu'au moins, vu les précédentes Zao, ce serait joli. Donc, quand le film amène le nom de Shakespeare comme un Marvel amènerait un héros surprise, ouais, j'ai un peu pouffé dans mon siège. Mais sinon, en soi, le film m'a donné exactement ce que j'en attendais. Quelque chose d'un très grand classicisme, de bonnes performances d'acteurs, même si j'ai tendance à penser que hurler en gros plan, c'est pas forcément le pic de l'acting, hein. Mais oui, Jessie Buckley est très bien, elle en fait des tonnes pour avoir son Oscar, et elle va l'avoir, mais on ne peut pas dire qu'elle joue mal. Pareil pour Paul Mescal, qui doit lui avoir un peu le seum de ne pas être autant nommé que sa partenaire, parce qu'il a aussi essayé très fort d'avoir son Oscar, mais ce sera pas pour cette année. J'imagine qu'il fallait laisser de la place pour que Sinners batte le record de nomination. Mais je m'avance un peu, on en parlera dans quelques minutes. En fait, celui qui m'a le plus impressionné dans le casting, c'est le jeune Jacoby Joop, qui joue Hamnet. J'ai rarement vu un enfant acteur aussi juste dans une grosse production hollywoodienne, parce que, oui, vous laissez pas avoir par son côté arty. Hamnet, c'est produit par Sam Mendes et Steven fucking Spielberg, donc croyez-moi, ça a toujours été pensé comme un mastodonte qui devait rouler sur le box-office ou, au moins, sur les Oscars. Puis c'est joli aussi, Hamnet, il y a des belles couleurs un peu délavées. Filmer un arbre en contre-plongée, ça fait toujours son petit effet, mais filmer des feuilles ne fera pas de toi Terrence Malick, hein ? Pas vilain, mais ça manque souvent de poésie, c'est souvent sursignifiant, un peu comme dans le jeu des comédiens, c'est pas hyper subtil quoi. Oui, la dernière partie est belle, même si on peut facilement l'amputer de 5 minutes, mais de nouveau, on est dans le trop larmoyant pour moi. Cette scène est faite pour que les spectateurs quittent la salle avec les yeux humides, et je bosse dans un cinéma, croyez-moi que ça fonctionne. Mais pour ça, le compositeur, Max Richter, se sent obligé de reprendre l'un de ses morceaux les plus connus, qu'on a déjà entendu dans d'autres films. Mais ça m'a totalement sorti de la scène, j'étais juste là à me dire « Eh mais, je connais ce truc !» C'était dans quoi déjà ? C'est ça, mon souci global avec Hamnet, il y a toujours un « mais ». C'est bien interprété, mais ils en font souvent trop. C'est joli, mais ça se regarde parfois un peu trop filmé. La symbolique de la fin est intéressante, mais la musique tire-larme me sort du moment. Puis bon, ça c'est totalement subjectif, comme toute critique bien sûr, mais dans l'ensemble, je me suis plutôt ennuyé. Alors oui, Hamnet va rafler quelques Oscars, ça m'étonnerait pas qu'il ait même la récompense suprême, et ce sera mérité, parce que c'est un film qui est formaté pour. Un pur produit à Oscar, tant et si bien qu'il ne m'a procuré que très peu d'émotions. Dommage. Mais comparé à ce qui suit, Hamnet est un immense chef-d'œuvre. Oh oui, on a déjà un contender très sérieux, un film qui sera à coup sûr dans mes flops de l'année 2026, et je vais pas vous mentir, je le voyais un peu venir. Est-ce que ça vous dit pas de passer 1h40 face à Chris Pratt dans une chaise ? Detective Raven, I'm Judge Maddox, and this is the Mercy Capital Court, a judicial system powered by artificial intelligence. Hold on, just wait a second. Mercy, ou Reconnu coupable en français, putain de titre de DTV avec Steven Seagal ou de téléfilm M6, horrible, c'est le nouveau film de Timur Bekmambetov. Et si vous ne connaissez pas ce nom, vous connaissez au moins un de ses films, puisque c'est le réalisateur de Wanted. Vous savez, le film avec les balles de fusil qui peuvent contourner des objets si on fait le bon mouvement de poignet en tirant, avec James McAvoy, Morgan Freeman ou Angelina Jolie. Alors c'était con, oui, peut-être. Mais il y avait un style indéniable. Une envie de faire un cinéma visuel et fun. Déjà avant, dans Nightwatch et Daywatch, le diptyque qui a, on peut le dire, lancé sa carrière, je me souviens plus trop de quoi ça parlait, mais je me souviens que ça tentait des choses, visuellement. Puis je sais pas, il en a eu marre de créer de l'image, et il s'est mis à fond dans ce qu'on appelle les films d'écran. Ces films comme Unfriended, Searching ou Missing, où tout se passe sur un ou plusieurs écrans de portable, d'ordinateur, de caméras de surveillance, etc. C'est pas un mauvais procédé en soi, Searching était vraiment pas mal et Missing avait ses moments, mais c'est pas les films les plus captivants qui soient niveau mise en scène quoi. Mais lui, c'est devenu son truc. Tous ceux que je viens de citer d'ailleurs, il en est producteur. Il en a aussi réalisé un en 2018, Profile. Bon après, je dis qu'il en a eu marre de créer de l'image, peut-être simplement que Hollywood a arrêté de l'appeler, parce que bon, en 2012, c'est lui qui a réalisé Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, et en 2016, c'est lui qui est derrière la caméra pour le remake de Ben-Hur.
Un remake de Ben-Hur aussi. Dans quel monde c'était une bonne idée? Il continue néanmoins à travailler en Russie, réalisant quelques films jamais arrivés jusqu'ici mais qui ont eu un grand succès dans le pays de Vladimir. Et aujourd'hui, le voilà qui revient avec, en fait, sachant tout ça, un projet qui a du sens. Parce qu'on va se retrouver en fait devant un film d'écran, mais avec de la réalité augmentée, si on veut. Reconnu coupable s'ouvre sur de l'exposition, parce que pourquoi faire compliqué si on peut juste tout expliquer aux spectateurs en voix off, hein? D'ailleurs, on va en reparler plus tard, de voix off. La voix off nous explique donc qu'à Los Angeles, c'était la merde, alors ils ont programmé une intelligence artificielle pour juger les cas les plus graves. Elle sert de juge, jury et bourreau, tout se passe dans une seule salle, il n'y a que l'accusé et l'IA, et si en 90 minutes le condamné n'arrive pas à prouver son innocence, il est tué sur le champ. Ah oui, c'est complètement con dès le départ, effectivement. Sauf que là, celui qui se retrouve sur la chaise de l'accusé, c'est Chris Pratt, un mari aimant, un père présent, et qui plus est, un membre des forces de l'ordre, l'un de ceux qui ont envoyé les premiers coupables vers Mercy, le nom de l'IA en question. Bon, mari aimant, père présent, ça reste à voir, hein. On va vite comprendre qu'il est pas tout blanc, mais surtout, on a retrouvé sa femme morte ce matin et il est le seul suspect. Il va donc avoir 90 minutes pour prouver son innocence, utilisant cette intelligence artificielle pour faire des recherches dans le cloud, dans les téléphones de tout le monde, puisque le gouvernement a accès à tous les appareils de ses citoyens. Quel monde merveilleux! Il va pouvoir appeler sa fille, ses potes, sa partenaire, et en fait, mener sa petite enquête à distance. Et passé l'idée de base qui est totalement stupide, j'ai été un peu pris dans le truc. J'ai été intrigué, je me suis mis à douter de lui, puis d'un autre, comme dans tout bon film d'enquête en fait, mais ça a pas duré. Parce que le final est encore plus bête que le début. Pire que bête, il est idéologiquement puant. Puis c'est 1h40 de film où presque du début à la fin, on a Chris Pratt en gros plan qui réagit à ce qui se passe sur des écrans. Et c'est pas un très bon acteur, mais attendez, ça me rappelle un truc. Mais oui, c'est ça. Le vrai souci, c'est que Reconnu coupable m'a énormément fait penser au pire film que j'ai pu voir ces dernières années. Il était tout en bas, ou tout en haut, je sais pas comment dire, de mon flop film 2025. Ça m'a fait penser à La Guerre des Mondes, avec Ice Cube. Et vous savez quoi? Timur Bekmambetov, il était aussi à la production de celui-là. Aussi avec Amazon. Alors, les effets spéciaux sont mieux ici, quand même. Mais en vrai, les deux films sont trop similaires que pour ne pas faire le lien. Et ça, c'est assez terrible. N'allez pas voir ce truc, utilisez votre temps et votre argent pour découvrir de bons films, même Rebecca Ferguson en IA est catastrophique, et si, à la fin, j'ai trouvé ça drôle tant c'est mauvais, ça ne vaut quand même pas la peine de se taper le reste juste pour ça. Il en fallait un, c'est tombé sur Mercy, qui entre en premier dans ma liste des pires films de 2026. Sans transition, on va sur Netflix pour parler d'une série. La semaine passée, je vous avais dit que Seven Dials, avec Helena Bonham Carter, c'était pas très bien, mais que je vous conseillais Is and Earth, qui était bien mieux, même si j'avais déjà grillé qui était le tueur ou la tueuse. Et alors comment dire? Je vais pas vous dire si j'avais tort ou pas au niveau du coupable ou de la coupable, si vous voulez le voir ça risque de vous spoiler, mais cette série c'est donc 6 épisodes de plus ou moins 45 minutes, 4h30 disons, et pendant 4h15, c'est vraiment pas mal. They found a body. Let me take it as a field reporter. It could be nothing. I think we both know it's not nothing. And I don't want the world to know. Bon, reprenons au début. C'est le typique meurtre dans une petite ville, tout le monde connaît tout le monde a été à l'école avec tout le monde pourrait être le coupable, et il y a sûrement quelques horribles secrets du passé qui vont ressurgir à un moment. C'est classique, mais ça fonctionne généralement pas mal. On ajoute à ça un duo principal composé de Tessa Thompson en journaliste et de John Bernthal en enquêteur, qui livrent tous les deux des performances très solides. Ils ont par exemple une scène de dispute à la fin, si je ne me trompe pas, du 4e épisode, qui est assez impressionnante au niveau de leur jeu et des émotions qu'ils transmettent. Non, vraiment, c'était bien. On a envie de connaître la suite, les cliffhangers sont efficaces, tout nickel. Puis, l'enquête se conclut, tout était un peu couru d'avance. Si on a 2-3 neurones qui se touchent, on a compris assez vite où ça voulait en venir, et ça y va, la logique est respectée. Et puis, on a un bond temporel de 1 an, 2-3 scènes avec les personnages, puis il y a un personnage qui trouve une lettre, et dans cette lettre, on apprend en même pas 10 minutes, tout, d'un coup. Un personnage au-dessus de tout soupçon jusque-là va, sans aucune raison valable, tout avouer, expliquer le pourquoi du comment, dans une lettre, lue en voix off. Bordel, t'as une série avec une journaliste et un enquêteur, on les suit pendant plus de 4 heures, et la série se conclut avec tout qui nous est donné sur un plateau en putain de voix off. J'ai vraiment pris ça pour du foutage de gueule, mais le pire, c'est que c'est même pas la faute de Netflix. Parce que de ce que j'en sais, c'était déjà comme ça dans le bouquin.
J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 4h30 de ma vie à m'investir là-dedans. Si c'était pour tout balayer d'un revers de la main dans les 10 dernières minutes, ouais, ça m'a limite plus énervé que Mercy, parce que le truc avec Chris Pratt, c'était nul dès le départ. Ça réussit à devenir bien pire, oui, mais on savait que ça allait pas être fou. Ici, c'est très cool pendant 95% du récit. Et puis ça fout tout en l'air pour le plaisir d'un twist final un peu choquant. Quel enfer! Vous l'aurez compris, cette semaine, il valait mieux aller voir Sans Pitié. Et pour ceux qui ont adoré Hamnet, n'hésitez pas à venir le défendre en commentaire ou même à venir en débattre sur Instagram. Et tant qu'on en parle, vous pouvez aussi me suivre sur Insta. Toutes les semaines, je vous donne la possibilité de me poser des questions sur l'actu ciné, série ou culturelle plus généralement. Pour l'instant, je fais aussi sur YouTube, sur la chaîne principale, histoire de faire un petit stock de questions. Et cette semaine, on a d'abord Maxime Manenti qui me demande si je vais aller voir l'Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan, en salle. Ce à quoi je vais te répondre très simplement. Ce dimanche, il faisait très froid, genre -2, -3 degrés. J'ai pris ma trotte, j'ai fait l'aller-retour pour aller voir un film nul avec Chris Pratt. Alors t'inquiète pas, l'Odyssée, j'y serai day one. Pour voir Travis Scott apparemment. Bon, Nolan et Travis, ils sont potes. Travis avait fait la chanson du générique de Tenet, il aura sûrement genre une scène et demie. Franchement, je m'inquiète pas pour ça. J'ai vu des gens péter des câbles, et même moi j'ai douté de l'info, mais si ça s'avère vrai, c'est que ce sera pertinent dans son récit. Il va pas commencer à lâcher un freestyle pendant un banquet. Et on a aussi eu l'ami Jurassic Park, que vous verrez d'ailleurs sur la chaîne dans moins d'un mois, qui me demande ce que je pense du retour sur grand écran de Star Wars. Cette année, avec Le Mandalorian et Grogu, il me demande si je pense que, bien qu'avec moins d'intensité qu'en 2015, ce retour de la licence peut créer l'événement, même auprès du grand public qui n'a pas forcément suivi les différentes séries Disney+. Eh ben Jay, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. C'est évident que ce ne sera pas un événement comme en 2015, déjà parce que l'attente a été bien moindre au niveau timing. Ok, on n'a plus de films au ciné depuis 2019, mais je pense pas que Star Wars manque à grand monde, parce que Star Wars en fait n'est jamais parti. Depuis 2019, on a eu 9 saisons de séries en live action sur Disney+. La dernière, la saison 2 de Andor, n'est terminée que depuis 8 mois. Donc sous ce prisme-là, ça amoindrit déjà l'événement. Puis il y a aussi le fait que justement, c'est un film dérivé d'une série, qui demande d'avoir vu au moins les 3 saisons du Mando. On est sur une saga cross-média qui commence à demander à son public de faire ses devoirs afin de réussir à comprendre un film, et on a vu ce que ça a donné avec le temps dans le MCU. Les chiffres sont en baisse, et les sorties ciné sont de moins en moins des événements, et de plus en plus des flops, tant créativement qu'au niveau du box-office. Mais tout ça, c'est de la spéculation, la vérité c'est que Star Wars, ça reste Star Wars, et que si on exclut le film Solo, arrivé à un moment où il y avait déjà trop de films Star Wars, puis pas aidé par le backlash qui a suivi Star Wars 8, sorti 5 mois plus tôt, tous les films Star Wars de l'ère Disney ont été tapés le $1 milliard au box-office. Donc j'ai confiance en Disney pour nous sortir une campagne marketing immense. On va voir Grogu partout, un peu comme ils ont fait avec Stitch l'année passée en fait. Et si le bouche à oreille est bon, je pense que ça peut attirer les foules. On aura la réponse en mai, on verra si l'ère Dave Filoni, qui vient de remplacer Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm, commencera par un succès, ou pas. Good shot, baby. Et enfin, un petit mot quand même sur les nominations aux Oscars qui sont tombées il y a quelques jours, et personne ne voulait croire qu'en Variety en avait parlé il y a quelques semaines, mais oui, c'est officiel, un record est tombé. 14 nominations, c'était le nombre glané par Eve en 1950, puis Titanic et enfin La La Land, et c'était le record, jusqu'à cette édition, puisque Sinners, oui, Sinners, est maintenant tout en haut de ce classement avec 16 nominations. 16! Bon, vous savez plus ou moins ce que je pense de Sinners, c'est un film sympa dans sa première moitié, qui brasse des thématiques fortes, mais qui se casse un peu la figure dès qu'il vire au film de vampire, et que l'action s'accélère un peu, parce que Ryan Coogler, et ça se voyait déjà dans Black Panther, filmer l'action, c'est pas son fort. Le montage est aux fraises, on comprend pas le quart de ce qui se passe, vraiment, les scènes de fight dans Sinners, c'est un peu la cata. Mais évidemment, il est nommé en meilleur montage, hein. Une catégorie qui n'a de toute façon plus de crédibilité depuis que l'Oscar du meilleur montage a été gagné par Bohemian Rhapsody. Mais bon. Ces Oscars, c'est beaucoup. Oui, c'est clairement trop. C'est comme si l'Académie, qui est en grande perte d'audimat, faisait tout pour s'attirer la sympathie, mais surtout les vues, du public de Sinners, qui, aux États-Unis, est assez immense. Et surtout, vocal. Tout le monde voulait que Michael B. Jordan soit nommé. Pourquoi? Parce qu'il joue 2 rôles? Waouh, c'est du jamais vu! Rien que cette année, on a eu Robert Pattinson dans Mickey 17 et Robert De Niro dans Altonite. Je dis pas qu'ils auraient mérité d'être nommés à sa place, même si Pattinson jouait vraiment 2 personnages totalement différents, ce qui est un peu moins le cas dans Sinners, mais d'accord, Michael B. Jordan si vous voulez.
Mais même sans parler de Sinners, en vrai, je crois que ce qui me choque le plus dans ces nominations, c'est F1 en meilleur film. Non mais c'était sympa, hein, mais F1 nommé pour l'Oscar du meilleur film de l'année, c'est pas loin d'être hilarant. J'imagine qu'avoir Brad Pitt à la prod, ça doit aider. Vous savez quoi ? Pour faire mes pronostics, la semaine juste avant la cérémonie, je vais revoir Sinners. Lui donner une autre chance, je sais pas, peut-être que je vais trouver que Michael B. Jordan mérite l'Oscar, ou que même le montage est bon. Ouais, non, peut-être pas, faut pas abuser. Allez les fans de Sinners, profitez, soyez contents, et vraiment, j'ai zéro souci avec le fait que quelqu'un ait adoré le film. J'aurais aimé être dans votre team, hein. Mais par contre, ayez conscience qu'on est plus que probablement devant un gros coup de com' des Oscars qui voulait marquer le coup, faire parler, et clairement ça a fonctionné. Mais des films nommés partout qui sont repartis avec presque rien, on en a vu beaucoup. Alors préparez-vous à être déçus et ne soyez pas étonnés si le film ne repart qu'avec 2-3 statuettes. Genre meilleure musique, meilleur casting et un autre Oscar technique. Mais qui sait, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'en mars on se retrouve ici pour parler de Sinners, lauréat de 11 Oscars dont meilleur film et meilleur acteur. Le temps nous le dira. Et une dernière petite reco très rapide, j'ai terminé la semaine passée l'autobiographie d'un monstre sacré du cinéma, l'immense Al Pacino, qui signe Sonny Boy, dispo en poche aux éditions du Seuil. Et je l'ai littéralement dévoré en quelques jours, ça se lit super facilement, il écrit comme il parle, pas de grandes formules, pas de blabla inutile, il nous raconte sa vie comme il l'a vécu, avec ses hauts très hauts, sa gloire, ses succès, ses récompenses, et ses bas très bas, ses addictions, sa pauvreté, sa jeunesse pas facile, les pertes de ses amis, ses difficultés à s'acclimater au cinéma, lui qui venait des planches, etc. On va en apprendre sur Brando, sur Coppola, sur De Niro, mais surtout sur lui, évidemment. Il nous emmène sur le tournage du premier Parrain, de Scarface, puis plus tard, avouera même qu'il a joué uniquement pour l'argent dans les années 2000 ou 2010. Il est très honnête, quand le film était nul, il le dit. Quand il a eu des soucis financiers, il le dit. C'est un homme de plus de 80 ans qui regarde dans le rétroviseur de sa vie, et c'est aussi instructif que touchant. Ça donne envie de créer et de se remater sa filmo. Me, I always tell the truth, even when I lie. So say good night to the bad guy. Come on. J'ai loupé 1 ou 2 films cette semaine, genre Primate ou l'affaire Bojarski. J'essaie de les rattraper au plus vite et on en parlera dans la prochaine émission, qui s'annonce déjà bien remplie puisque demain en Belgique sort Gourou avec Pierre Ninet, Nuremberg avec Russell Crowe, Le Mage du Kremlin avec Jude Law en Poutine, La Grazia, le nouveau film de Paolo Sorrentino, et Send Help, le nouveau film de Sam Raimi. Ça nous promet une grosse semaine de cinéma, et à côté, il y a la nouvelle saison de The Pitt, ou la nouvelle série Game of Thrones sur HBO, et la nouvelle série de Ryan Murphy sur Disney+, The Beauty. L'année avait commencé doucement, mais là ça commence à devenir sérieux. Et attendez la semaine suivante, je pense qu'on n'est pas prêt pour le raz-de-marée jaune avec des taches noires qui va nous arriver sur la tronche. Parce qu'apparemment le marsupilami de Philippe Lachaud, ça fonctionne à balle en avant-première, mais ce sera pour un autre épisode. Allez, on se retrouve la semaine prochaine dans le Ciné Popcast pour parler de bons films et du reste. Ciao.